Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être mon petit bilan lecture du mois de septembre. Et au programme on a de la bonne lecture, de la moins bonne lecture, une vraie découverte, une belle pépite et puis une petite déception. On commence tout de suite. Le 1er septembre, vous n'êtes pas sans savoir qu'a commencé le Pumpkin Autumn Challenge, donc ce gros challenge littéraire de l'automne. Et donc je me suis précipitée dès le premier sur Que le diable l'emporte d'Anonyme aux éditions Sonatine. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis une grande fan de cette saga du Bourbon Kit. Ici il s'agit du tome 7 et je l'attendais avec grande impatience. Donc pour l'histoire, nous allons suivre notre grand serial killer qui est le Bourbon Kit, qui est en cavale cette fois puisqu'il a fait un pacte avec le diable, comme quoi il devait lui donner tous ses enfants si jamais à l'avenir il avait des enfants. Et il se trouve que sa petite amie Bess est enceinte et donc tous les deux ils sont en cavale pour essayer d'échapper au diable et ils vont se réfugier dans un monastère un petit peu bizarre où il se passe des choses étranges et notamment il y a des nonnes qui sont un petit peu psychotiques. En parallèle de ça, on va suivre les Dead Hunters, cette fine équipe avec Rodeo Rex, Elvis, Jasmine, Flake ou encore Sanchez que j'aime beaucoup. Donc toute cette fine équipe va se retrouver dans la ville de Santa Mondega, donc ils vont retourner là-bas avec le bar de Sanchez qui est le Tapioca. Et il se trouve que le maire de la ville organise activement la fête de la lune qui est en fait l'événement de l'année, qui est une sorte d'Halloween où tout le monde se déguise, etc. Sauf que juste avant, il y a toute une série de meurtres dans la ville, notamment des cadavres qui sont retrouvés sans les yeux, avec la langue tranchée. Donc il y a évidemment la police qui est sur l'affaire, mais les Dead Hunters vont aussi se mêler de ça. Et donc voilà, donc c'était encore quelque chose de épique. J'en ai eu un peu... pas assez en fait, c'est vrai que moi j'adore tellement cet univers que du coup les 400 pages se sont bouffées très rapidement. C'est toujours très cinématographique à la Tarantino avec beaucoup d'humour noir, c'est un peu sex, drug and rock'n'roll, donc évidemment pas à mettre entre les mains des plus jeunes, il y a énormément de violence, de gros mots, etc. Et moi j'adore, c'est complètement barré. J'ai trouvé, alors petit bémol, j'ai trouvé que la thématique pipi caca prout Madine Sanchez était peut-être un peu trop développée dans ce tome-ci. C'est vrai que c'est assez récurrent dans les tomes précédents, mais là c'était très développé. Et comme j'aime à dire, les blagues les plus courtes sont souvent les meilleures. Mais sinon j'ai passé un excellent moment de lecture avec toujours des scènes d'anthologie très, qui restent gravées dans la mémoire, et notamment cette scène du festival en plein air avec les handicapés. Pour ceux qui l'auront lu, vous comprendrez de quoi je parle, cette scène était quand même assez drôle. Ce que j'ai aimé aussi dans ce tome-ci, c'est qu'on en apprend davantage sur la filiation du Bourbon Kid avec des révélations qui te laissent sur le cul et qui promet pour la suite. Donc je pense qu'il y aura un tome 8 puisque à la fin il y a marqué fin entre parenthèses peut-être, comme à chaque fois avec les livres d'Anonyme. Mais en tout cas la scène finale, la scène de clôture laisse présager qu'il va y avoir une suite et je suis impatiente de la lire, même si je pense qu'il va falloir attendre au moins 2 ans puisqu'il y avait 2 ans qui se sont écoulés entre le tome 6 et le tome 7, donc voilà. En tout cas voilà, si vous connaissez pas cette saga et que vous aimez un petit peu le thriller fantastique, très couillu, très rock'n'roll et complètement barré, vous allez kiffer, mais je vous recommande vraiment de les lire dans l'ordre. Parce que dans ce tome 7, il y a énormément de références et même de spoils sur les événements qui se sont passés dans les tomes précédents, notamment le cimetière du diable, l'œil de la lune ou encore le livre de la mort. Donc voilà, petit conseil, lisez-les dans l'ordre quand même. Moi j'ai adoré, j'adore cette saga et je suis tellement triste de devoir quitter ces personnages et j'ai très hâte de les retrouver. Je continue dans mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge avec cette fois-ci une relique de Mapal, puisque comme vous le savez si vous avez vu ma vidéo pile à lire, j'essaye de sortir en fait des reliques de Mapal durant ce Pumpkin Autumn Challenge. Et donc le premier c'est Extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan Safran Foer aux éditions Point. Ce livre attendait patiemment dans Mapal depuis au moins 4 ou 5 ans et là je me suis dit c'est le moment, d'autant plus qu'à chaque fois je voulais le lire au mois de septembre puisqu'il va aborder la thématique des attentats du 11 septembre 2001 à New York. On va suivre Oscar qui est un petit garçon de 9 ans qui est ultra sensible et surdoué. Moi il m'a fait beaucoup penser à Young Sheldon, enfin Sheldon Cooper dans la série Young Sheldon si vous connaissez, puisque comme lui il est fan d'astrophysique ou de Stephen Hawking. Mais Oscar a vraiment du mal à faire face à la mort de son père qui est décédé lors des attentats du 11 septembre à New York et du coup il a vraiment du mal à faire le deuil de son papa. Et un jour il va jouer dans le dressing de son père et il va faire tomber un vase sans faire exprès qui était en haut du placard. Le vase va se briser en 1000 morceaux et dedans il y avait une enveloppe avec dessus seulement marqué le mot black. Et à l'intérieur de cette enveloppe, Oscar va découvrir une
mystérieuse clé qui a l'air plutôt ancienne, un peu petite, un peu épaisse comme ça, et il se dit c'est un signe, puisqu'il avait l'habitude de jouer à des espèces de chasse au trésor avec son père à Central Park, et du coup il se dit c'est mon père qui l'a laissé pour moi, c'est encore une quête, voilà, une espèce de chasse au trésor pour trouver des réponses à mes questions. Donc il va s'embarquer dans cette aventure pour essayer de trouver la serrure qui correspond à cette clé. Comme c'est l'indice de départ, il a cette enveloppe avec ce mystérieux mot black. Alors évidemment, au premier abord, il va penser à la couleur noire, donc black, noir en anglais. Mais il va se dire que c'est peut-être aussi un nom de famille, donc il va se mettre en tête de rencontrer toutes les personnes qui ont le nom de famille Black à New York, et croyez-moi ça fait quand même un sacré paquet de personnes. Donc il va s'embarquer dans cette quête à travers toute la ville de New York, une quête peut-être un petit peu initiatique, un peu farfelue, et en chemin il va faire des rencontres incroyables et il va aider bien plus de personnes qu'il ne le croient. Et notamment il va faire la rencontre de Abe Black, qui est un vieux monsieur qui habite juste au-dessus de chez lui, qui n'a jamais croisé parce qu'en fait ce vieillard de 103 ans ne sort plus du tout de chez lui depuis que sa femme est morte il y a presque 25 ans. Et donc voilà, Abe est complètement coupé du monde, il a arrêté de vivre, mais Oscar va le convaincre de venir participer à son enquête. Et du coup il va lui permettre de ressortir et de reprendre goût à la vie, et c'était super touchant. Alors petit bémol quand même dans ce livre, c'est que on est vraiment principalement dans la tête de Oscar, qui est surdoué, qui est un gamin, alors qui a une naïveté due à son enfance, une spontanéité qui est très touchante, mais par contre il passe des fois du coq à l'âne, il a 36 000 idées à l'heure, et en fait il est parfois un petit peu épuisant en tant qu'adulte. Mais voilà, j'ai quand même trouvé sa spontanéité, sa naïveté, sa pureté de l'innocence de l'enfance très rafraîchissant. Les attentats du 11 septembre sont abordés de manière pudique, un petit peu subtile, mais vraiment très touchante et bouleversante. On va même aborder aussi la thématique de la Seconde Guerre mondiale à travers les grands-parents en fait d'Oscar, puisque Oscar vit seul avec sa mère, mais il est très proche de sa grand-mère qui habite l'immeuble en face de chez lui. Il n'a jamais connu son grand-père qui est parti avant la naissance de son père, en fait, quand sa grand-mère était enceinte. Et du coup, on va quand même avoir des passages épistolaires entre les grands-parents qui se passent pendant justement la Seconde Guerre mondiale, puisque je crois qu'ils étaient en Allemagne à ce moment-là, donc voilà. J'ai été un peu déstabilisée par la forme du roman, puisque évidemment on a à des moments des photos. Voilà, on a pas mal de photos qui sont insérées comme ça tout au long du texte. On a par exemple à un moment donné Oscar qui se rend dans un magasin de fourniture pour se renseigner sur le mot black, hein, sur la couleur noire. Et vous savez, dans ces magasins de fourniture, il y a souvent des blocs de papier où les gens peuvent essayer et tester les stylos pour voir la couleur, etc. Et donc on a par exemple la retranscription de ces petits blocs-notes. On a parfois aussi des passages où il y a des mots entourés comme ça, puisque Oscar avait l'habitude d'entourer les fautes d'orthographe dans le New York Times avec son père. Et parfois aussi on a des phrases, enfin une seule phrase par page comme ça. Donc voilà, la construction du récit est assez originale. En tout cas moi c'est vraiment un livre qui m'a vraiment touchée, qui m'a bouleversée, qui m'a sorti de ma zone de confort, puisqu'on est quand même sur du contemporain, ce qui j'ai pas vraiment l'habitude de lire, mais voilà, c'est vrai qu'il a traîné longtemps dans ma palle parce que j'étais un petit peu rebutée par ce côté sortir de ma zone de confort et tout, mais franchement c'était une excellente lecture, une très belle découverte, je dirais un petit ovni, une petite pépite comme ça inattendue. Je m'y attendais pas franchement à aimer ce livre, mais je vous le recommande fortement, et d'après les avis, puisque je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram, il fait assez l'unanimité. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, donc je vous le recommande. Ensuite, on va passer à une petite déception, et encore une fois une relique de ma palle de sortie. Il s'agit de Poil de carotte de Jules Renard, ici aux éditions La Bibliothèque Classique de la Dépêche. Donc ça c'est un classique de la littérature française, de la littérature jeunesse même, où on va suivre Poil de carotte qui est un petit garçon, c'est le benjamin de la famille Le Pic, donc on va suivre le père, la mère, le grand frère Félix et sa sœur Ernestine, et puis Poil de carotte qui se fait surnommer ainsi par sa mère puisque en fait il est roux, et c'est un rapport avec la couleur de ses cheveux. Pas parce que c'est le benjamin, le petit dernier de la famille, qu'en fait il est choyé, et bien au contraire, il se fait un petit peu malmener par ses frères et sœurs, mais bon ça c'est normal, à la limite ils sont comme chien et chat, ce qui est normal dans les fratries, mais il se fait quand même vachement maltraité psychologiquement par sa mère, qui est absolument cruelle et mesquine envers lui particulièrement.
Mais alors on pourrait rapprocher ça de Cosette avec les Thénardier dans Les Misérables, qui la réduisent en esclavage. Mais là, Poil de Carotte, il est quand même aimé par sa famille, puisque ça reste ses parents biologiques. Donc il n'est pas mis en esclavage. Mais c'est vrai que des fois, on a envie de le plaindre parce que sa mère exerce une vraie maltraitance psychologique sur lui. Et notamment cette scène qui m'a vraiment choquée pour moi, lectrice du XXIe siècle. Je rappelle quand même que ce livre a été écrit à la fin du XIXe siècle, donc c'était quand même il y a un moment. C'est quand même une autre mentalité, mais quand même moi ça m'a choquée en tant que lectrice du XXIe siècle, c'est cette scène du pot de chambre où en fait Poil de Carotte va être enfermé par sa mère comme tous les soirs dans sa chambre. Il est enfermé à clé, il y a des barreaux aux fenêtres, soi-disant parce qu'en fait il a peur. Donc du coup, par sécurité, elle l'enferme. Sauf qu'elle ne va pas lui laisser de pot de chambre sous son lit et arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire qu'au beau milieu de la nuit, il a une envie pressante et plus particulièrement la grosse commission. Alors soit il fait dans son lit, soit il fait dans la cheminée, donc il va choisir évidemment la cheminée. Et le lendemain matin, lorsque Madame Lepic va ouvrir la chambre et découvrir le méfait, elle va subrepticement, ni vu ni connu, remettre le pot de chambre en place sous le lit et crier haut et fort pour humilier son fils en disant mais tu peux pas faire tes besoins comme tout le monde, t'es qu'une sale bête, voilà, enfin quel manque de respect, nana, pour complètement l'humilier. Et lui il va constater que le pot de chambre est mystérieusement réapparu comme par hasard et là il va commencer à douter aussi de lui et enfin voilà, il y a de quoi rendre taré. Vraiment c'est ce genre de petite scénette parce que ce roman est vraiment construit, c'est un tout court roman qui fait 155 pages et qui est construit en fait sur des chapitres très très courts de 1 ou 2 pages, on pourrait même rapprocher ça de la nouvelle, et qui est construit à la manière de tranches de vie. En fait on va suivre voilà, des petits événements comme ça et c'est tout le temps comme ça. Donc avec cette première partie avec la famille, donc on voit quand même que sa mère particulièrement est très dure avec lui. Et puis on va découvrir aussi Poil de Carotte au pensionnat. Et là on va découvrir un petit garçon qui est pas si innocent que ça, qui est pas tout blanc, qui lui aussi fait des bêtises, comme par exemple le fait de renvoyer son maître d'études en faisant un faux témoignage, on ne sait pas si c'est faux ou pas, au directeur sous prétexte que ce maître d'études pourrait être pédophile. Donc voilà, il va se faire virer à cause de Poil de Carotte, ou encore l'épisode du chat de la voisine qui va se faire torturer et tuer par Poil de Carotte. Donc il y a quand même des scènes de violence, notamment sur les animaux. La chasse aussi est très très présente, donc si vous aimez pas trop ça, passez votre chemin. C'est que des petites scénettes comme ça, des petites tranches de vie. Moi j'ai pas trop kiffé parce que avec mon regard du XXe siècle, j'ai trouvé que c'était vraiment de la maltraitance psychologique et que voilà. Bon, mais au moins je l'ai lu, je sais de quoi ça parle et puis ça me fait sortir une relique de ma palle, donc c'est pas plus mal. Pour finir, une lecture pas du tout prévue, mais j'étais très contente de lire Sa Majesté des Chats de Bernard Werber aux éditions Albin Michel. Alors pour la petite anecdote, ce roman devait sortir donc le 25 septembre en librairie, mais moi j'ai pu l'avoir en avant-première le jour de mon anniversaire, donc le 21 septembre, grâce à mon chéri, qui voulait à tout prix me l'offrir, sauf que il avait bien vu que le livre sortait quelques jours après mon anniversaire, donc il était un peu dépité, il s'est quand même rendu à la FNAC pour me trouver un livre. Et là, qu'est-ce qu'il voit sur les étagères? Ce regard de chat un peu hautain qui le regarde comme ça. Et du coup, ni une ni deux, il prend le roman, il me l'offre le jour de mon anniversaire. Alors, la FNAC apparemment a fait une petite boulette puisqu'ils l'ont mis en rayon une semaine avant sa sortie officielle. Mais moi j'étais ravie parce que j'ai pu le lire en avant-première, même si c'est pas un service presse, c'est quand même cocasse quoi. Pour l'histoire, donc sachez que c'est le tome 2 de Demain les chats, hein, voilà, il a fait quand même beaucoup parler de lui ce livre, Demain les chats. Je vous remettrai dans le petit i ici si je retrouve mon avis lecture de Demain les chats, que j'avais bien aimé. Et là donc c'est le tome 2, la suite directe, puisqu'on retrouve la chatte Bastet, qui est en compagnie de son ami le chat siamois Pythagore et de sa servante humaine Nathalie. Ils sont réfugiés sur l'île de la Cité au beau milieu de la Seine avec d'autres survivants. Ils essayent de fuir et de survivre par rapport à l'invasion post-apocalyptique des rats qui veulent tout gouverner. Donc l'espèce humaine, les chats, les chiens, toutes les autres espèces sont un petit peu en voie de disparition, mais ça se passe mal pour eux. Et les rats par contre eux prolifèrent et sont de plus en plus nombreux et de plus en plus féroces. Et notamment il va y avoir un grand méchant dans cette histoire, le roi des rats Tamerlan, qui est un rat de laboratoire qui a subi des opérations par les hommes et qui veut se venger. Il a notamment accès à internet avec ce fameux troisième œil que a Pythagore le chat dans l'équipe de Bastet.
Et pareil, Tamerlan a accès à internet, à toute la connaissance des humains et essaye vraiment, enfin son but dans la vie c'est vraiment de former une méga grosse armée pour pouvoir vaincre les survivants. Et il va faire un siège autour de l'île de la Cité pour essayer de vaincre ses ennemis. Et du coup, Bastet, Pythagore et Nathalie vont essayer de fuir pour essayer de trouver du renfort à l'extérieur et ils vont voilà, s'embarquer dans une aventure épique avec plein de rebondissements. Ils vont faire la rencontre de d'autres peuples, que ce soit d'autres chats, des chiens, des porcs, des humains, etc. Donc voilà, c'était quand même une grosse aventure assez épique. Moi j'ai passé un bon moment de lecture, ça se lit vraiment tout seul, c'est un véritable page turner, je l'ai lu en 3 jours, hein, pour vous dire, c'était vraiment, voilà. Je pense que le premier aussi j'avais lu pas mal, assez rapidement en tout cas. Je trouvais qu'il y avait énormément de références aux fourmis et à l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Alors comme j'avais lu les fourmis après Demain les chats, du coup peut-être que dans Demain les chats il y a aussi des références que j'avais pas vues, mais en tout cas là je les ai beaucoup vues. On retrouve notamment un des descendants du professeur Edmund Wells en la personne de Roman Wells, donc petit clin d'œil que j'ai bien aimé. Mais cependant voilà, j'ai trouvé que Bernard Werber faisait une sorte de réécriture des fourmis, mais version plus sexy avec des chats, puisque les chats ça nous parle plus en tant qu'humains, puisque c'est des animaux domestiques qu'on côtoie quotidiennement contrairement aux fourmis, mais aussi c'était beaucoup plus abordable dans l'écriture, c'était un texte beaucoup moins exigeant que les fourmis, plus axé pour le tout public, mais en tout cas ça fonctionne, enfin voilà, peut-être qu'il fait ça pour le côté un peu commercial, bankable, vous voyez. Mais en tout cas, moi j'ai quand même passé un bon moment de lecture, même si j'ai trouvé que parfois le récit, ça allait vite, les événements s'enchaînent, que parfois il y avait des facilités, un peu à la manière des contes pour enfants, vous savez, les histoires pour enfants où ça va vite, ou des fois c'est un peu invraisemblable, mais c'est pas grave. Mais cependant, ça reste quand même un livre pour adultes parce qu'il y a des thématiques abordées qui sont très difficiles, comme la violence, le terrorisme, la sexualité ou la cruauté envers les animaux. Il y a notamment un passage sur la dénonciation de l'élevage en masse dans l'industrie agroalimentaire et l'abattage des porcs, etc. C'était très très touchant, je pense que voilà, c'est quand même des sujets il faut en parler, donc c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé aussi l'introduction des nouvelles technologies il y avait un peu dans les fourmis, mais les fourmis dataient des années 90, alors que là on est à la fin des années 2010, donc voilà, il y a quand même une évolution. J'ai passé un bon moment de lecture, même si voilà, voilà, je peux pas m'empêcher de penser que Bernard Werber joue un petit peu avec les ficelles de son succès, avec ce côté plus sexy des chats pour faire un succès commercial, je ne sais pas, mais en tout cas ça fonctionne, en tout cas le public a besoin de ça et ça se lit super bien, donc j'ai passé un bon moment de lecture, je vous le recommande. Si vous avez bien aimé Demain les chats, vous allez kiffer la suite, donc Sa Majesté des chats. Et il y aura un 3e tome de prévu, puisque à la fin il y a marqué à suivre. Donc voilà, en général les cycles comme ça, comme le cycle des fourmis, le cycle des dieux, le cycle des anges, Bernard Werber aime bien faire des trilogies. Donc je pense qu'il y aura un 3e tome. Voilà, c'en est tout pour les lectures. Maintenant j'aimerais bien vous parler de série, puisque vous savez certainement, mais le Pumpkin Autumn Challenge cette année peut être aussi validé grâce aux séries et aux films. Du coup je me suis dit que j'allais vous parler de 3 séries que j'ai regardées au mois de septembre et qui pourraient rentrer dans le challenge. Alors la première, c'est une énorme découverte, un gros coup de cœur Netflix qu'on a dévoré avec mon chéri qui est pas particulièrement fan des séries, hein, lui il aime pas trop regarder ça. Mais on s'est enquillé les 2 saisons de Mindhunter et c'était vraiment trop génial. On est aux États-Unis à la fin des années 70 avec le FBI, donc c'est basé sur des faits réels. On va suivre le jeune agent du FBI Holden Ford qui est passionné de criminologie et de psychologie, et il va avec ses collègues former une unité de sciences comportementales où en fait ils vont faire de la recherche, ils vont essayer d'interroger des prisonniers dans les prisons américaines, des grands serial killers, pour essayer de comprendre en fait leur comportement, leur mode opératoire, leur motivation, etc. Leur psychologie, en fait c'est vraiment la genèse du profilage. Et on va rencontrer aussi des serial killers qui ont vraiment existé dans notre monde actuel, des grands serial killers qui sont très célèbres comme Ed Campers ou encore Charles Manson. Et donc voilà, c'était vraiment génial, c'est une série plutôt sombre, je crois qu'il est interdit au moins de 16 ans. Il n'y a pas de violence physique à proprement parler, mais tout est raconté en fait, quand ils vont interviewer ces gros tueurs en série, ils n'épargnent rien en fait, tout est raconté dans le moindre détail, donc ça peut être très dur psychologiquement à entendre.
Donc âme sensible, peut-être s'abstenir, mais en tout cas c'est un gros coup de cœur, je vous recommande cette série. Et en plus elle peut rentrer dans la catégorie policier et dans la catégorie monstre, puisqu'on a quand même affaire à des serial killers. Donc voilà. La deuxième série dont j'ai envie de vous parler, c'est encore une série Netflix et la saison 2 est sortie en ce mois de septembre, c'est Elite. Donc là on est à mi-chemin entre Gossip Girl et 13 Reasons Why, puisqu'on va être avec des adolescents, donc c'est une série espagnole, on est avec des adolescents dans un lycée privé très prestigieux où il n'y a que des gosses de riches. Sauf qu'il va y avoir 3 élèves qui vont avoir une bourse. En fait, ils vont être boursiers, ils vont intégrer cette école qui ne fait pas partie vraiment de leur milieu et c'est sûr qu'ils vont avoir un petit peu de mal à s'intégrer. Et tout ça va être sur fond d'amitié, de complot, de faux semblants et puis il va y avoir un meurtre. Voilà, il va y avoir un meurtre et la police va enquêter, même si l'enquête de la police reste quand même assez secondaire. On va quand même être dans cette suspicion entre les uns et les autres, puis d'autres qui protègent certains, etc. Donc voilà, c'est assez sympa. Moi j'aime bien. En plus il y a des acteurs de la Casa de Papel dans la première saison notamment. C'est moins dur à regarder au niveau des thématiques que 13 Reasons Why, qui est vraiment une série très sombre, très lourde. Là on est sur quelque chose d'un peu plus léger, mais c'est quand même pas aussi léger que Gossip Girl. Voilà, c'est un peu entre les deux. Mais en tout cas moi j'aime bien regarder, j'ai bien aimé cette saison 2. Je pense qu'il y aura forcément une saison 3 vu la fin cliffhanger de la saison 2. Mais en tout cas voilà, c'est une série que je vous recommande. En tout cas moi j'ai bien aimé. Et elle peut rentrer dans la thématique amitié, faux semblants, illusion et puis aussi policier, puisqu'il y a quand même une enquête de police. Et enfin la dernière série dont j'ai envie de vous parler, alors c'est pas une série Netflix cette fois, c'est le remake 2018 de Charmed, qui est quand même genre la série emblématique des années 90. Moi c'est une des premières séries que j'ai regardées quand j'étais pré-ado, enfin quand j'étais au collège, genre en 6ème, 5ème par là, avec Buffy contre les vampires. Charmed c'était vraiment mes 2 séries préférées et donc j'avais envie de voir ce qu'avait dans le ventre ce remake version 2018. Alors bah écoutez, c'était plutôt pas mal. C'est sûr qu'on n'est pas sur une grosse série prise de tête comme Mindhunter. Là on est vraiment sur une série plus légère où tu poses ton cerveau, tu passes un bon moment. On va encore suivre 3 sœurs qui vont avoir le pouvoir des 3. Alors cette fois-ci c'est plus les sœurs Halliwell avec des prénoms commençant par P. Non, là c'est les prénoms commençant par M. Donc on a Maggie, Mel et Macy qui ont pareil les mêmes pouvoirs que les sœurs Halliwell. Donc il y a l'aînée qui fait de la télékinésie, la cadette qui fige le temps et la Benjamin qui est télépathe, qui ressent ce que pensent les gens, les émotions, etc. Et pareil, elles vont être guidées dans l'apprentissage de leur pouvoir par leur être de lumière qui est leur conseiller, donc qui s'appelle Harry cette fois, et pas Léo. Et voilà, elles vont évidemment combattre la source, le mal. Il y en a une qui va tomber amoureuse d'un démon. Enfin bon voilà, c'est un peu le même principe que Charmed de version 90. Je pense que si on re-regardait la version de 1990, on serait un peu en mode oulala, les effets spéciaux ça a mal vieilli. Mais en tout cas voilà, cette série là était plutôt pas mal. J'ai bien aimé le côté un petit peu féministe, un petit peu engagé, et puis avec l'introduction des nouvelles technologies, internet, les réseaux sociaux qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Et cette série peut rentrer dans la catégorie famille puisqu'on suit 3 sœurs, mais également dans la catégorie sorcières puisque ce sont des sorcières. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo bilan lecture et série de mon mois de septembre. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés ou est-ce qu'ils vous tentent. Est-ce que vous participez au Pumpkin Autumn Challenge? Qu'est-ce que vous avez lu en ce mois de septembre? Et puis j'aimerais savoir aussi si le fait que j'inclue à la fin des séries ou des films que j'ai regardés durant le mois, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Enfin, je pense pas le faire tout le temps, mais en tout cas pour le Pumpkin Autumn Challenge et peut-être le Cold Winter Challenge, je pense que ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je serais ravie d'échanger avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et de bonnes séries et je vous dis à bientôt. Ciao!